Juan José Dorado, correspondant espagnol, notamment au journal La Région, correspondant à Paris. Juan José Dorado, comment est-ce que vous expliquez cette montée de violence ces derniers jours, la nuit tombée à Barcelone? On parle de groupes extrémistes, c'est votre analyse également? Alors la montée des violences est tout à fait logique, c'est le jour J. Aujourd'hui, on sait que depuis lundi et qu'on a connu le verdict du tribunal suprême, petit à petit la pression est montée. On a vu ces derniers jours effectivement des scènes de violence, mais aujourd'hui effectivement c'était la grande marche qui a convergé vers Barcelone avec 525 000 personnes selon la police municipale de Barcelone. Donc c'était le jour J pour notamment les groupes les plus radicaux, les plus violents. Il faut effectivement rappeler que ce n'est pas l'ensemble des indépendantistes qui ont manifesté pacifiquement, qui sont aujourd'hui dans la rue. On a connu ça en France aussi assez récemment. Donc en fait, c'est les groupes les plus violents, avec une typologie, un profil très identifié, puisque c'est essentiellement des étudiants, puisqu'aujourd'hui ça a été surtout les universités qui ont été mobilisées. Et puis effectivement des groupes de l'extrême gauche, notamment, qui, depuis quelques jours, mettent à feu la ville de Barcelone. On s'attendait tous, effectivement, à cette flambée des violences. Maintenant, est-ce qu'on va être capables, tous, que ce soit le gouvernement central, que ce soit le gouvernement catalan, de mettre fin à ces scènes qu'on est en train de voir aujourd'hui et qui sont vraiment ahorissantes pour un pays démocratique. Et ce qui donne aussi des arguments, en tout cas à la droite et à l'extrême droite, qui veulent remettre en cause d'ailleurs l'autonomie de la Catalogne. Ce type d'image, finalement, sert leurs arguments? Oui, pourquoi? Pas tout simplement parce qu'aujourd'hui, on est en campagne électorale. Le 10 novembre, il y a les élections espagnoles. L'un des derniers sondages qui ont été publiés ont montré que l'extrême droite a augmenté dans l'intention de vote partout en Espagne. C'est le cas aussi du Parti conservateur, le Parti populaire, et en même temps le Parti socialiste de M. Pedro Sánchez n'arrive pas à décoller dans les sondages, et il peut être le grand perdant de ce qui se passe, de cette flambée des violences en Catalogne, puisque, encore une fois, ces sondages montrent que beaucoup d'Espagnols pourraient se retourner ou aller voter vers des partis de droite ou voire d'extrême droite. Donc cette flambée des violences va faire très mal à un certain nombre de partis dans ces élections, mais en même temps, ça peut faire mal aussi aux partis indépendantistes, puisque depuis hier, on constate qu'il y a des divergences très importantes entre l'Esquerra Republicana de Catalunya, dont le leader, Oriol Junqueras, est en prison, condamné à 13 ans de prison, et M. Puigdemont et M. Torra, le président du gouvernement de la Catalogne, qui hier, que ce soit Puigdemont ou Torra, ont appelé à continuer pour arriver à l'indépendance. Et on a constaté qu'il y a des divergences très fortes entre ces deux partis. Entre la façon de parvenir à l'indépendance de la Catalogne, c'est ça? Il est certain, sur parce la méthode. Qu'est-ce qui les différencie finalement? Aujourd'hui, ce qui les différencie, c'est que d'un côté, Esquerra Republicana de Catalunya, donc la gauche républicaine qui est indépendantiste, qui a payé un lourd tribut puisque leur leader est emprisonné. Et aujourd'hui, ils cessaient de trouver des voies de dialogue. On l'a vu au Parlement national, ils étaient prêts à voter l'investiture de M. Pedro Sánchez pour qu'il soit président du gouvernement, ce qui n'est pas du tout le cas du parti de M. Puigdemont. Aujourd'hui, il y a un parti qui s'est radicalisé, celui de M. Puigdemont et de M. Torra, le président de la Generalitat, du gouvernement catalan. Et en face, Esquerra Republicana est en train d'essayer de trouver des voies de dialogue avec le gouvernement central. C'est la principale différence entre les deux, d'autant plus que lors des séances devant le tribunal, tous les leaders politiques ont reconnu qu'ils avaient effectivement voté l'indépendance, mais que dans leur tête, ils savaient que c'était impossible. Donc aujourd'hui, d'un côté, M. Puigdemont et M. Torra veulent
continuer avec cette indépendance. C'est le sens du discours de M. Torra hier au Parlement de Catalogne. De l'autre côté, ils se sont rendus compte qu'effectivement, on peut trouver des voies de dialogue pour sortir de cette crise. Je vous propose de faire un retour en images sur les événements qui se déroulent ce soir à Barcelone. Regardez, et on reprend évidemment ce décryptage ensuite. Fixa? No, no? On y va. C'est que ça a dégénéré. Et voilà donc pour ces images de violence ce soir à nouveau à Barcelone. Juan José Dorado, on l'a vu, c'est la police nationale, la police de Madrid qui intervient ce soir. Pourquoi la police catalane finalement n'est pas en frontale avec ces manifestants aujourd'hui? Est-ce qu'il y a un symbole aussi à y voir? La première des choses, c'est que cette flambée des violences est tout près du quartier général de la police nationale. Donc c'est la police nationale qui effectivement protège le siège, leur siège. Los Mossos d'Esquadra sont en première ligne, il faut pas croire. Ce n'est pas parce qu'on ne les voit pas les images, ils sont depuis lundi, ils sont en première ligne. D'ailleurs, c'est à eux notamment de sécuriser la manifestation qui s'est déroulée cet après-midi. Mais visiblement, ils sont débordés. Ils sont complètement débordés, mais je pense que toutes les polices sont débordées aujourd'hui devant une telle flambée des violences. Et puis, il y a aussi des consignes. Il faut éviter au maximum qu'il y ait des dérapages et surtout qu'il puisse y avoir des blessés graves. On sait qu'effectivement les scènes des violences ont un impact très important, que ce soit au niveau national, mais aussi au niveau international pour l'image de l'Espagne. Aujourd'hui, c'est les Mossos d'Esquadra qui sont vraiment sur le devant de la scène. La police nationale est là pour aider. Il y a encore la Guardia Civile qui a été aussi déplacée en Catalogne, mais qu'on ne voit pas pour l'instant. Je dirais que si on venait à voir la Guardia Civile aussi dans les rues, c'est que ça a vraiment dégénéré. Alors, quelle différence entre la Guardia Civile et la police espagnole? Expliquez aux Français. Il y a un exemple très clair, c'est la police nationale française et la gendarmerie. Voilà. La gendarmerie, c'est la Guardia Civile, donc c'est un corps qui est militaire et policier en même temps. Mais c'est vrai que dans l'Espagne franquiste, pendant la dictature, la Guardia Civile a eu un rôle prépondérant dans l'ordre public et malheureusement, les extractions qu'elle a commis pendant la dictature, ça s'est resté dans la mémoire des Espagnols. On va faire un point avec notre envoyé spécial sur place à Barcelone, Nadège Abderrazak. Nadège, vous suivez ces manifestations pour RT France. Quelle est la situation actuellement? Est-ce que les forces de l'ordre retrouvent peu à peu la maîtrise de la situation ou pas?
C'est très compliqué, Magali, vous vous en doutez. Non, la situation est toujours aussi électrique que tout à l'heure, toujours aussi compliquée. Les affrontements ont toujours lieu derrière moi au moment où je vous parle. Les forces de l'ordre sont toujours en train de charger les manifestants. L'objectif pour elles, eh bien, c'est de débarrasser tous les quartiers de la ville de toute présence de manifestants, des manifestants qui, eh bien, on va s'éloigner, des manifestants qui, vous le voyez, sont en train de courir au moment où je vous parle. Alors certainement dû à une charge des forces de l'ordre. Donc voilà, on a affaire à ce genre d'épisode à peu près toutes les 10 minutes ici, des manifestants qui jettent des pavés, des projectiles à destination des forces de l'ordre et des forces de l'ordre qui répondent à coups de gaz lacrymogène et qui chargent aussi régulièrement. Je ne sais pas si vous les voyez au loin, mais les forces de l'ordre sont désormais sur le terrain et donc commencent à charger individuellement cette foule ici. La situation elle est très tendue. Donc je vous le disais, hein, cette colère d'une grande partie des Catalans, de la majorité des Catalans, eh bien, elle a commencé lundi après ce verdict de la justice espagnole qui a condamné à des peines lourdes 9 chefs indépendantistes pour leur participation à la tentative de sécession de la Catalogne en 2017. Donc voilà, situation extrêmement tendue et des manifestants qui sont toujours très nombreux au moment où je vous parle. Et une 5e nuit de violence qui n'est pas prête de se terminer. Donc voilà, la 5e nuit de violence d'affilée qui se poursuit ici à Barcelone. Alors on ne voit moins en tout cas des affrontements directs entre les forces de l'ordre et les manifestants qui restent quand même à distance. C'est surtout des jets de projectiles contre des jets de lacrymogènes. Oui, c'est tout à fait, c'est ça, Magali, des jets de projectiles, donc tout type de projectiles, hein, je vous le disais, des pavés, beaucoup de canettes de boissons également, des bouteilles de verre, et puis beaucoup de dégâts matériels ici dans les rues de Barcelone. On a beaucoup de poubelles incendiées, on a également des vitrines de magasins qui ont été taguées, donc ces manifestants qui sont en colère contre le gouvernement de Pedro Sánchez. La Catalogne, ils veulent que l'État espagnol respecte cette décision des Catalans, cette décision d'indépendance prise il y a 2 ans maintenant. Merci. Merci Nadège, merci pour toutes ces précisions. Juan José Dorado, Nadège le disait, hein, cette colère est issue de la sentence également donnée par la justice espagnole en début de semaine contre les leaders indépendantistes, une peine assez lourde, peine de prison ferme. Tout à fait, c'était 13 ans. Alors est-ce qu'elle est dure ça, il faudrait voir. C'est à relativiser selon vous ? À relativiser d'abord parce que le parquet espagnol demandait autour des 25 ans de prison. Et les tribunaux n'ont pas suivi le parquet espagnol, et donc ils n'ont gardé que la sédition, ce qui a réduit la peine à 9 mois de prison dans les cas de Junco Oriola, le vice-président, tout simplement parce qu'après il a fallu rajouter un 2e délit puisque c'est le détournement de fonds. C'est pour ça qu'il y a 13 ans pour celui qui est le plus lourdement condamné. Mais il faut signaler quand même 2 choses. Quand on parle des Catalans, il faut bien comprendre. Aujourd'hui, c'est une minorité. Ceux qui sont dans la rue. Parce qu'on voit ceux qui ont défilé aujourd'hui, 525 000. Le ministre de l'Intérieur rappelait tout à l'heure que lors de la plus grosse manifestation, c'était 1,5 million. Donc les 2 dernières manifestations monstres étant quand même très nombreux et très représentatifs, parce que des millions de gens dans la rue, c'est quand même important. Mais vous parlez des dernières manifestations où indépendantistes et ceux qui étaient pour le rattachement à Madrid étaient en même temps en train de manifester. Non, ils n'ont pas manifesté aujourd'hui. Pas aujourd'hui, mais à l'époque, quand vous parlez les indépendantistes qui ont manifesté. Mais... Et donc, il y a aussi 51-52% de la population qui n'a pas manifesté,
qui n'est pas dans la rue, qui n'est pas indépendantiste. Et donc, quand on parle des Catalans, il faut bien comprendre que ce n'est pas tous les Catalans, et c'est du jeu de langage. Et puis, il ne faut pas non plus oublier, quand on parlait de la police, qu'effectivement, il y a des consignes pour éviter la confrontation directe. D'ailleurs, c'est pour ça qu'il y a si peu d'arrestations. Il y a un peu plus d'une centaine d'arrestations qui ont été faites ces derniers jours, notamment des enfants mineurs. Hier, notamment, il y a des enfants mineurs qui ont été arrêtés, qui avaient participé aux violences. Et puis, il y a les journalistes dont le métier est assez compliqué aujourd'hui sur place, puisque plusieurs équipes des journalistes ont été agressées lors de cette flambée des violences ce soir. Alors vous le dites, selon un dernier sondage, 44% de la population catalane est favorable, en tout cas aux indépendantistes, 48,3% est contre. Donc la population est divisée, mais il y a quand même une majorité de Catalans aujourd'hui qui ne veulent plus aller vers cette question de l'indépendance. Oui, mais ça a toujours été comme ça. C'est-à-dire, il n'y a jamais eu une majorité indépendantiste en Catalogne. C'est vrai qu'il y a 15 ans, l'indépendantisme représentait 13-14%. En fait, c'était la gauche républicaine qui représentait l'indépendantisme. C'est vrai qu'une dizaine d'années après, 15 ans après, effectivement, on se retrouve à pratiquement la moitié de la population. Donc il y a une évolution qui est certaine. Personne ne peut nier cette évolution. Mais ce qui est vrai aussi, c'est qu'elle n'a jamais été majoritaire. Et qu'aujourd'hui, cette flambée des violences, même encore une fois, si la majorité des indépendantistes ne sont pas du tout violents, ne sont pas du tout pas pour la violence, le vrai, c'est qu'aujourd'hui, c'est les radicaux, les plus radicaux, indépendantistes, qui sont dans la rue et qui effectivement nous montrent ce type d'images qui sont très préjudiciables, tout d'abord pour les Catalans, et aussi après, forcément, dans ce climat d'élection, des campagnes électorales, très préjudiciable pour les partis modérés, puisqu'ils vont certainement souffrir dans les urnes les 10 novembre. Et puis, ça va être peut-être, effectivement, les partis les plus radicaux, l'extrême droite, ou la droite qui pourraient effectivement se retrouver en force au Parlement à cause de ce type d'image qu'on voit aujourd'hui. Alors on va écouter ce qu'en pensait sur notre plateau il y a quelques instants Christophe Barret, historien et essayiste, spécialiste de l'Espagne, auteur de La guerre de Catalogne, ainsi que Carlos Sanchez, professeur et analyste politique. C'est vrai que ce que reprochent même les plus modérés, comme la maire de Barcelone, Ada Colau, qui a toujours essayé de jouer l'équidistance, elle reproche un peu à cette sentence d'avoir condamné lourdement des gens dont elle dit elle-même, cette sentence, que ils n'ont jamais vraiment menacé l'État espagnol, jamais l'État n'a perdu le contrôle de la police et de l'administration en Catalogne. Donc c'est cette contradiction qui est un petit peu dénoncée. Mais M. Sanchez, il a du mal à faire l'unanimité autour de lui. La droite réclame des mesures très dures. Podemos réclame justement ce dialogue. Lui, en période électorale, ne peut pas dire face à l'ensemble des Espagnols qu'il sera plus dur qu'il n'est. Il essaie de tirer son épingle du jeu. Il ne pensait pas peut-être qu'il y aurait une telle mobilisation. On est assez inquiet. Moi, j'entendais ce matin donc à la radio espagnole que les services de police s'inquiètent même de ce que ces désordres durent pendant encore 22 jours. 22 jours, c'est le délai qui nous sépare des élections législatives, qui sont donc organisées en Espagne les 4e en 4 ans, justement à cause de la question catalane, notamment, qu'on n'arrive pas à résoudre. Donc la solution n'est pas facile à trouver. Je crois que la justice espagnole a vraiment essayé de chercher de la violence pour justifier la condamnation des politiques catalanes. Et alors, on l'a pas trouvé. Et les forces de droite espagnoles trouvent que la sentence n'est pas suffisante pour eux. Alors, on a besoin de créer un nouveau scénario pour créer cette violence qu'ils ont besoin d'avoir. De munitions. Alors Juan José Dorado, on le voit, ces images de chaos à Barcelone ce soir où de nombreux projectiles ont été lancés, des vitrines totalement saccagées, un bilan finalement assez désastreux quand on sait que Barcelone est une ville extrêmement touristique. Demain, à quoi vont ressembler ces rues selon vous et quelle image cela va donner au monde
Pour le public français, ils n'ont qu'à revoir des images des Champs-Élysées saccagées après le 8 décembre, par exemple, et les affrontements entre la police et les Gilets jaunes. Ça va être ça du côté de Barcelone, dans un climat effectivement très tendu, même si ces derniers jours, on voyait les services municipaux de la mairie tout de suite après les manifestations dans la nuit essayer de remettre en ordre la ville. Après ce qu'on a vu aujourd'hui, ça va être très compliqué. Les images des chaos vont faire très mal, que ce soit au national et aussi à l'international. Ça va faire mal aussi auprès des politiques, on en a fait, on l'a déjà dit, mais aussi auprès de la maire de Barcelone, à la Colau, qui a toujours joué entre les indépendantistes et les unionistes. Et aujourd'hui, par exemple, aussi, sa figure est très critiquée. Donc ces images montrent une ville à feu et à sang. C'est vrai que ce n'est pas toute la ville. Mais pas forcément à sang. Hein, pas à sang, j'ai utilisé cette expression à feu et à sang. Mais c'est vrai qu'il y a eu très peu de blessés graves. Il y a eu un manifestant qui a perdu un œil cette semaine. Et puis, effectivement, un policier qui a pris une pierre dans la tête et qui a dû être évacué très rapidement, inconscient. Pour le reste, effectivement, il n'y a pas eu de blessures graves, ni parmi les forces de l'ordre, ni parmi les manifestants. Un peu plus d'une centaine d'arrestations côté manifestants. J'ai regardé les chiffres tout à l'heure. Côté forces de l'ordre, 223 blessés selon le ministère de l'Intérieur pour les policiers. Donc effectivement, aujourd'hui, la consigne est de ne pas aller à la confrontation directe, mais est-ce qu'on va pouvoir tenir comme ça longtemps? Parce qu'il y a les commerçants aussi qui ont dû fermer leurs portes. On va faire un point avec notre envoyé spécial sur place, Nadège Abderrazak. Nadège, comment est-ce qu'évolue la situation autour de vous? La situation, elle a un petit peu changé. Je ne sais pas si vous le voyez derrière mes images. Vous voyez qu'il n'y a plus personne derrière moi. Pourquoi? Eh bien parce que des véhicules de police ont commencé à foncer sur la foule. Des véhicules de police que vous voyez en ce moment même. Ils foncent sur la foule et du coup la foule, les manifestants eh bien, prennent peur et essayent de... Liaison. Sébastien Dufour, des manifestants qui reviennent très rapidement par la suite. Donc, la liaison qui est assez mauvaise avec Nadège Abderrazak. On va faire un point évidemment avec nos envoyés spéciaux sur place. Alors Nadège le disait, évidemment, il y a les fourgons de la police qui ont été déployés non pas pour foncer sur la foule, mais en tout cas pour tenter, j'imagine, de repousser ces manifestants. Ils ont une certaine expérience du maintien de l'ordre, ces policiers. On peut faire le parallèle avec la France, où par exemple des lanceurs de balles de défense ont fait beaucoup polémique. Est-ce que les Espagnols utilisent ce type d'armes dans le maintien de l'ordre? Ils n'utilisent pas la même munition. Donc parfois on voit les images, on peut penser que c'est effectivement le même type d'armement, mais en fait la police espagnole n'utilise pas le LBD. Donc c'est surtout la munition qui n'est pas du tout la même. C'est pour ça aussi que même si ce type d'arme a été utilisé, on ne déplore pas des blessés graves ni des mutilés, au-delà, comme je vous disais, de quelqu'un qui a perdu effectivement un œil cette semaine. Donc c'est pas du tout la même chose. Et puis le maintien de l'ordre côté espagnol, malheureusement, dirais-je, la police espagnole a l'habitude. La police espagnole a connu des moments de violence, notamment dans les années 80 et 90 avec le terrorisme de l'OTA au Pays Basque. Donc, et puis aussi, il y a le contrôle des foules qui est assez développé en Espagne par la police, à Barcelone notamment. Donc, à ce niveau-là, il n'y a pas un problème grave et on n'en voit pas non plus dans la rue des policiers inexpérimentés dans le maintien de l'ordre. Vous savez que ça a été un débat aussi, c'est un débat aussi en France, parce qu'on on voit des policiers qui sont normalement dans les bureaux et qui se retrouvent un jour dans la rue pour le maintien de l'ordre. La question était aussi, le cas espagnol. Y a-t-il suffisamment de forces de l'ordre aussi à déployer sur place? À peu près 1800 policiers ont été déplacés, entre policiers et guardia civile, ont été déplacés en Catalogne
puisque, encore une fois, c'est la police catalane qui est chargée du maintien de l'ordre. D'ailleurs, cette fois-ci, depuis les débuts de la semaine, de cette semaine, la coordination entre la police catalane et la police espagnole est exemplaire. Que ça soit du côté du gouvernement, qui l'ont dit à plusieurs reprises, que ça soit aussi les déclarations du ministre de l'Intérieur du gouvernement catalan, qui encore une fois a insisté sur le fait que le maintien de l'ordre doit prévaloir effectivement, même s'il faut respecter les droits à la manifestation, mais les droits à manifester ne veut pas dire le droit à casser. Alors, on va faire un point justement avec Nadège Abderrazak qui est sur place. La connexion a été rétablie. Nadège, si vous m'entendez, comment est-ce qu'évolue la situation autour de vous ? Je vous le disais tout à l'heure, Magali, les rues se vident petit à petit. Là, on est au même endroit que tout à l'heure, sauf que les manifestants sont moins nombreux. Pourquoi ? Parce que des véhicules de police ont foncé sur la foule, obligeant les manifestants à se protéger au niveau des rues adjacentes, des manifestants qui reviennent très vite après le passage des véhicules qui ne comptent pas terminer cette soirée de sitôt. On a un vrai jeu de cache-cache entre les manifestants et les forces de l'ordre. Les forces de l'ordre qui ont utilisé beaucoup de gaz lacrymogène ce soir, beaucoup de LBD également et de grenades de désencerclement. Vous le voyez peut-être à ma droite, des street medics qui sont présents également au cours des manifestations ici en Catalogne, comme ce qu'on peut voir lors des manifestations des Gilets jaunes. On a des manifestants derrière moi qui se motivent pour continuer à exprimer leur colère contre le gouvernement de Pedro Sanchez, contre la décision de la Cour suprême espagnole de condamner à de lourdes peines de prison 9 chefs indépendantistes catalans pour leur participation à la tentative de sécession de 2017. Donc voilà, on a beaucoup de dégâts matériels. On va peut-être avancer, vous montrer l'ampleur des dégâts. On a beaucoup de poubelles incendiées, beaucoup de chaussées qui ont été déchaussés, justement, beaucoup de pavés, de poubelles renversées, beaucoup de projectiles également à terre, avec des manifestants ici toujours déterminés, des manifestants qu'on voit également cagoulés, habillés de noir, cagoulés pour éviter de se faire facilement reconnaître par les forces de l'ordre et pour aussi se protéger du gaz lacrymogène qui est assez contraignant ici. Donc voilà ce qui se passe. Les manifestants sont moins nombreux que tout à l'heure. Alors peut-être que certains ont pris peur ou alors ils se sont tout simplement éparpillés au niveau des rues adjacentes ici dans ce quartier de Barcelone, et des forces de l'ordre qui sont sorties de leur camion au loin. Des forces de l'ordre qui sont sorties de leur camion et qui chargent individuellement à coups de matraque certains manifestants. Donc voilà, vous les entendez et vous les voyez peut-être derrière moi, des manifestants qui font des doigts d'honneur à destination des forces de police qui se protègent maintenant, qui ont des boucliers, qui se protègent avec des poubelles, une poubelle qu'ils ont récupérée de l'autre côté de cette rue. Le face-à-face est toujours aussi électrique. On assiste à un moment de pause pour l'instant, un moment de tension, mais voilà, les esprits sont toujours aussi échauffés ici, dans ce quartier de Barcelone. Avec un hélicoptère également qui sillonne toujours la zone depuis lundi soir, date du début de ces violences. Et on le voit, Nadège, sur les images de Sébastien Dufour, de nombreuses dégradations, en tout cas dans les rues. De nombreuses dégradations matérielles, Magali. La mairie de Barcelone, à l'issue de trois jours de violence, a estimé le coût de ces dégâts à plus de 500 000 €. Alors que vous le voyez, les manifestants ont applaudi les street medics ici habillés de jaune, qui sont venus en aide à des blessés derrière nous. Merci beaucoup, Nadège, pour toutes ces précisions. Juan José Dorado, il y a ce mouvement tsunami démocratique que l'on a vu émerger pour ces manifestations. Qu'est-ce que ce mouvement qui est
particulièrement offensif, notamment sur les réseaux sociaux. Effectivement, c'est un mouvement qui est né sur les réseaux sociaux. Apparemment, c'est un projet qui a été préparé depuis l'été dernier, où un certain nombre de responsables politiques indépendantistes auraient eu connaissance de ce que ça représentait, le tsunami démocratique. D'ailleurs, il faut juste rappeler que dès que la sentence du tribunal suprême a été connue, tout de suite, l'application a été mise donc à disposition de tout le monde. Il y a un système très sophistiqué pour éviter qu'il y ait des infiltrations de la police à l'intérieur de l'application et du réseau. Et la première preuve de la mobilisation dont ils sont capables, c'est tout simplement lundi, après avoir connu donc effectivement le verdict du tribunal suprême, il y a eu des incidents à l'aéroport d'El Prat, qui est l'aéroport de Barcelone. Il y a des moments où effectivement, tout d'un coup, vous voyez des centaines et des centaines de personnes qui disparaissent parce qu'effectivement, il y a des messages qui arrivent sur cette application et qui vous demandent de vous déplacer à d'autres endroits. Sur des messageries cryptées qui sont indétectables par la police. Tout à fait. Donc, il n'y a que ceux qui, effectivement, ont l'application qui peuvent recevoir ce type de message. Et d'ailleurs, il faut juste rappeler aussi que la tête d'affiche de présentation de ce tsunami démocratique, ça a été une vidéo avec Josep Guardiola, l'entraîneur du Manchester City, qui est catalan, qui est indépendantiste, qui lors des dernières élections au Parlement de Catalogne était en dernier de la liste indépendantiste. Donc il était candidat en dernier, mais il était candidat. Donc c'est un mouvement effectivement qui a des ramifications dans le mouvement, dans le réseau indépendantiste. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, l'audience nationale, les juges de l'audience nationale ont ouvert une investigation et ont demandé la fermeture justement de la page web du tsunami démocratique. Alors on en parlait justement, les Mossos d'Esquadra qui interviennent avec leurs canons à eau, des Mossos d'Esquadra qui sont les policiers catalans régionaux. Les canons à eau, ça fait partie aussi de ce maintien de l'ordre? Tout à fait, c'est la panoplie qui est à disposition de la police. L'avantage pour la police d'utiliser les canons d'eau, c'est que ça évite la confrontation directe, homme à homme, face aux manifestants. Et d'éteindre aussi les incendies. Et d'éteindre les incendies, vu ce qui se passe aujourd'hui. C'est vrai qu'on n'a pas vu d'agression contre les pompiers qui ont intervenu ces derniers jours. Donc, a priori, les pompiers peuvent encore arriver, mais c'est de plus en plus compliqué. Il y a des rues qui sont impraticables tant on a sorti tous les pavés et donc même les camions des polices ont du mal à avancer. Donc c'est la panoplie utilisée par la police. Avant tout, encore une fois, c'est éviter la confrontation, éviter des blessés graves. On les voit justement, ces agents des Mossos d'Esquadra qui descendent, j'imagine aussi prendre la relève des policiers qui sont en confrontation avec ces manifestants. Est-ce qu'ils sont plus respectés, entre guillemets, du fait qu'ils soient régionaux, catalans? Écoutez, il y a 2 ans, le 1er octobre 2017, ils s'étaient applaudis. Ils s'étaient applaudis par les indépendantistes, absolument, par ceux qui voulaient effectivement voter. Et 2 ans après, ils sont critiqués, ils ont attaqué, ils ont reçu des coups de pierre, des coups de bâton, on a attaqué leurs véhicules. Il faut juste se rappeler que la coordination effectivement aujourd'hui entre la police autonome et la police espagnole apparemment est excellente. C'est tout le monde, tous les politiques le disent. Le ministre de l'Intérieur catalan a encore reconnu qu'effectivement le rôle est de maintenir l'ordre. Ils le font comme ils peuvent aujourd'hui. Donc, ils ont été applaudis. Aujourd'hui, ils sont critiqués. J'irai beaucoup plus loin. En 2014, il y a eu aussi un semblant des consultations dans les rues des Catalogne. Et c'était les Mossos d'Esquadra qui avaient été chargés à l'époque de retirer les urnes. Et en 2014, ils étaient à ce moment-là aussi très critiqués et parfois agressés. Donc, on voit parfaitement, quand on est indépendantiste, si la police est avec vous, vous applaudissez, s'il est contre vous, vous criez, vous leur lancez des pierres, peu importe qu'ils soient catalans ou pas catalans. C'est une bataille entre les plus radicaux, les plus violents et les forces de l'ordre. Et le pouvoir à Madrid. On va retrouver tout de suite en direct depuis Barcelone notre autre correspondant, Frédéric Egui, qui, semble-t-il, a été blessé alors qu'il couvrait ces affrontements entre manifestants et forces de l'ordre. Frédéric, est-ce que vous êtes en ligne et est-ce que vous pouvez nous raconter ce qui vous est arrivé? Alors oui, je suis en ligne, nous entend Arsenal.
Je vous avoue que là, les forces de l'ordre viennent de charger, donc c'est assez compliqué. Mais donc, pour vous faire un point rapidement, ça fait maintenant quelques heures que les rues de Barcelone sont vraiment envahies de manifestants et les affrontements se multiplient avec les forces de l'ordre. Alors j'étais à un point tout à l'heure où les manifestants tenaient une place, ils avaient monté des barricades en feu à tous les points de la place. Et donc les forces de l'ordre ont été postées de l'autre côté, ripostées par des salves de tirs de flashball, des gaz lacrymogènes. Les manifestants, eux, n'arrêtaient pas d'envoyer des pierres, divers projectiles, un peu tout ce qui se trouve sous la main. Ils démontent notamment les trottoirs. Alors je suis désolé, c'est vraiment chaotique. Là, il y a une charge de policiers, il y a encore vraiment beaucoup de monde en ville. Et là, il y a un vaste mouvement de foule au moment où je vous parle. Les gens sont en train de reculer. Donc voilà, donc je peux vous dire que la situation est vraiment très chaotique maintenant depuis plusieurs heures. Encore beaucoup de monde dans les rues. Et vraiment des scènes qu'on peut qualifier uniquement de guérilla urbaine qui ne cessent pas depuis tout à l'heure. Merci Frédéric. On va rester évidemment en direct avec vous. On en reparle un petit peu plus tard. En réaction à ces manifestants, cet après-midi, le Premier ministre espagnol a pris la parole et dans son allocution, Pedro Sánchez a condamné ces violences. Il a appelé à l'ouverture d'un nouveau chapitre. Écoutez. Je pense qu'après ce verdict, il nous faut de la cohabitation. Dans les deux déclarations que j'ai faites, c'est lundi et mardi, j'ai appelé à la nécessité d'ouvrir un nouveau chapitre. Nous avons maintenant clos, avec ce verdict de la Cour suprême, le volet judiciaire de cette crise politique. Ce que nous ne pouvons pas faire, c'est réemprunter un chemin qui n'a rien offert de plus que frustration, échec et division à la société catalane. Nous devons donc ouvrir une nouvelle étape dans laquelle le gouvernement espagnol sera toujours ouvert, mais dans les limites du droit. La règle est très claire. Ceux qui commettent une illégalité en répondront, de préférence dans les plus brefs délais. Et que personne n'ait le moindre doute. Il n'y aura pas de place pour l'impunité face au vandalisme que nous avons constaté au cours des derniers jours dans certaines villes de Catalogne. Face à cette banalisation de la violence, nous disons deux choses à la société catalane. Premièrement, cette crise sera surmontée et la tranquillité et la cohabitation en Catalogne seront rétablies. Et deuxièmement, l'État de droit social et démocratique appliquera toujours la législation pour garantir la tranquillité, la sécurité et la cohabitation en Catalogne. Voilà pour la déclaration de Pedro Sánchez cet après-midi. Juan José Dorado, il garde le dialogue ouvert, en tout cas il ne ferme pas le dialogue. Est-il encore possible ce dialogue entre indépendantistes et pouvoir central à Madrid? Il est obligatoire. Il est obligatoire. Possible, c'est de plus en plus difficile aujourd'hui quand on voit ce type d'image. Le problème pour le dialogue, c'est que les deux côtés, gouvernement espagnol, gouvernement catalan, souhaitent dialoguer, mais ils ne souhaitent pas dialoguer de la même façon. Donc forcément, du côté du gouvernement espagnol, le dialogue est dans le cadre de la Constitution et dans le cadre de la loi. Côté M. Torra, ce n'est pas du tout le cas, puisqu'il souhaite sortir du cadre de la loi pour parler d'un référendum d'autodétermination qui n'est pas reconnu dans la Constitution espagnole, comme il ne l'est pas reconnu dans aucune constitution européenne. Et il n'exclut pas d'ailleurs l'organisation d'un autre référendum clandestin. Et c'est là où on a vu aussi hier les frictions entre la gauche républicaine indépendantiste et M. Torra, la gauche républicaine, encore une fois, qu'elle lui a rappelé, attention, n'empruntez pas le chemin qui nous a menés en prison, pour certains d'entre eux, et il faut tout simplement se rappeler ce qu'était la Catalogne il y a 10 ans et ce qu'elle est là, ce qu'elle est aujourd'hui. Aujourd'hui, vous avez un gouvernement qui ne gouverne
que pour une partie des Catalans, peu importe qu'elle soit à 51 ou à 45, peu importe, mais elle ne gouverne que pour une partie des Catalans. Il y a 5300 entreprises qui ont quitté la Catalogne depuis 2 ans. Les grands sièges sont partis à l'étranger, sont partis en Espagne, dans différentes régions d'Espagne. Pas plus tard que cette semaine, la plus grande maison d'édition espagnole, Planeta, qui était une maison d'édition catalane, qui était en Catalogne et qui est partie des Catalognes, a déclaré que les conditions n'étaient pas réunies pour ramener le siège en Catalogne. Parce que l'insécurité Parce que l'insécurité politique et surtout l'insécurité juridique. C'est des entreprises dans un monde aujourd'hui en Europe globalisé avec l'Union européenne et donc les besoins des entreprises, le besoin des entreprises n'est pas assuré aujourd'hui en Catalogne. Donc le chiffre il est là, c'est 5300 entreprises qui sont parties. Il faut se poser la question, si elles sont parties, pourquoi? Et parmi ces entreprises, il y en a beaucoup qui sont dirigées par des indépendantistes. Mais même eux, à un moment donné, ils ont vu que ce n'était pas viable. Donc le dialogue, il est obligatoire. Il va falloir trouver la solution et s'asseoir à la table, peut-être le 11 novembre après les élections. On verra ça, on va faire un point avec notre reporter sur place, Nadège Abderrazak. Nadège, vous suivez l'évolution de ces affrontements entre forces de l'ordre et manifestants depuis le début de la nuit. Qu'en est-il actuellement? Est-ce que les choses s'apaisent? La situation est toujours aussi chaotique. Je ne sais pas si vous allez voir sur ces images vous entendez, ça va sur ces images de Sébastien Ducour, on a des manifestants qui ont mis le feu à des poubelles aux 4 coins de ce carrefour ici pour empêcher les véhicules de police d'accéder à ces rues et puis donc de foncer sur les manifestants. Le gaz lacrymogène continue d'être distribué ici par les forces de l'ordre. Donc situation très compliquée. La nuit va être longue et elle est mouvementée alors qu'on a des manifestants qui sont en train de viser devant moi les quelques policiers qui sont postés devant nous. Donc on leur tire, on les vise avec des pavés, tout type de projectiles, des projectiles que vous pouvez même voir ici. On a des canettes de boissons, du verre. On a aussi vu des manifestants avec des bâtons de fer, des bâtons de bois, des individus cagoulés qui expriment leur colère pour la 5e nuit consécutive ici dans le centre-ville de Barcelone et donc qui protestent contre la décision de la Cour suprême espagnole, la condamnation à de lourdes peines pour leur chef indépendantiste pour leur participation à la tentative de sécession de 2017. Les manifestants ici sont beaucoup moins nombreux, mais je ne sais pas, vous allez peut-être le voir sur les images de Sébastien Ducour. À ce niveau-là, ils se sont rassemblés et ils se sont protégés en mettant le feu aux 4 coins de la rue pour empêcher les voitures, les véhicules de police, je le disais tout à l'heure, de foncer sur eux. Des barricades aussi ont été installées alors qu'on a des manifestants qui n'en ont pas fini avec les forces de l'ordre et qui donc vont très certainement finir cette nuit très tard ce soir. Merci beaucoup Nadège pour toutes ces précisions. Nadège Abderrazak en direct de Barcelone et on va prendre la direction de Jordi Vera qui est président de Convergence démocratique en Catalogne. Merci d'être avec nous ce soir Jordi Vera. Lorsque vous voyez ces images en direct, qu'est-ce que ça vous inspire? C'est la réaction normale à la situation aujourd'hui en Catalogne. Aujourd'hui, nous avons assisté à une grève générale qui a été un succès immense. Des centaines de milliers de personnes ont manifesté, ont bloqué tout le pays. Les entreprises ont fermé. Et aujourd'hui, quelques jeunes en colère, là, ce soir, manifestent d'une façon sans doute violente. Enfin, mais quand on regarde d'ici en France, on a connu ça avec les Black Blocs. Donc, finalement, c'est un peu anecdotique. Le plus important, c'est les grandes manifestations, le blocage du pays, le fait que, finalement,
les Catalans voudraient que l'Espagne puisse accepter de négocier et de discuter avec eux. Président de Convergence démocratique de Catalogne, qu'est-ce que ça veut dire exactement? Expliquez-nous votre mouvement. Non, vous n'êtes pas, c'est un peu pas à jour ça. Je suis membre de Oui au pays catalan. Convergence démocratique de Catalogne, c'est un mouvement qui actuellement n'existe plus. Mais bon, c'est pas grave. C'était l'ancien parti majoritaire en Catalogne du Sud et qui avait une antenne au nord. Mais nous sommes aujourd'hui, enfin, nous sommes proches de la mouvance du président Puigdemont, si on peut dire. Et bon, ce qui nous inspire, tout ce qui arrive, c'est l'injustice qui a été réalisée par le tribunal suprême espagnol en condamnant des leaders politiques à une centaine d'années de prison en tout, et au fait que les mêmes délits en France seraient peut-être quelques mois de condamnation avec sursis et quelques milliers d'euros d'amende. Donc il y a aujourd'hui un système judiciaire en Espagne qui cherche à punir l'ensemble des Catalans, à décapiter les leaders de la Catalogne, et tout ça dans un pays européen, et aussi avec un peu le silence de l'Europe. Donc l'Espagne ressemble de plus en plus à la Turquie par la persécution de la minorité nationale catalane, et donc en effet les Catalans sont tellement en colère aujourd'hui qu'ils le manifestent. Vous faites un parallèle avec la Turquie, vous parlez de persécutions, de quelle nature sont-elles ces persécutions? Les persécutions politiques. Aujourd'hui, nous avons en Catalogne, il y a 9 leaders politiques et sociaux en prison, la moitié du gouvernement catalan en exil, des centaines de mis en examen des maires des communes de Catalogne, des artistes qui ont dû quitter l'Espagne, qui sont aujourd'hui réfugiés en Belgique ou dans d'autres pays européens. Donc, en effet, même si on ne veut pas en parler, on critique l'autoritarisme de la Pologne ou de la Hongrie, mais franchement, la situation en Espagne est beaucoup plus terrible, puisque une minorité nationale est persécutée d'une façon structurelle par l'État espagnol. Et quelle issue vous pensez peut-être trouver à cette crise? Quelle serait la solution selon vous pour sortir de... Il y a en tout cas deux choses. L'amnistie pour les prisonniers politiques est immédiate, et ensuite un référendum d'autodétermination. Nous avons connu en France une situation similaire en Nouvelle-Calédonie, où, pour rappeler, il y a eu des dizaines de morts même, et finalement, la République a, d'une part, amnistié tous les Kanaks qui étaient en prison, et ensuite on a organisé un référendum d'autodétermination qui a eu lieu l'année dernière, et qui prévoit un deuxième vote dans quelques années. Donc finalement, la seule solution politique dans une crise de cette nature, c'est un vote, savoir combien de gens sont pour l'indépendance et combien de gens sont contre. Il n'y a pas d'autre solution, il n'y a pas d'autre façon de mesurer, et donc c'est ce qui est demandé aujourd'hui par l'immense majorité des Catalans qu'on vote. Soit indépendantistes ou pas, les gens aujourd'hui souhaitent mettre fin à cette situation par un vote. Si on n'est pas soutenu par une majorité de Catalans, selon les sondages en tout cas, mais vous pensez que la majorité des Catalans souhaite un nouveau référendum? Oui, tout à fait. Pour trancher la question. 80% des Catalans, que ce soit indépendantistes ou pas, souhaitent aujourd'hui qu'il y ait un référendum et qu'on mette fin à cette situation. Et finalement, elle est pas saine, elle pourrit la vie des gens, provoque des victimes politiques, puisque des gens sont en prison, une situation économique tout à fait anormale. Et quand on a un conflit politique de cette nature, le seul moyen de le régler, c'est par un vote. Voilà ce qui demande les Catalans, de pouvoir voter. Merci beaucoup Jordi Vera d'avoir répondu à nos questions sur RT France. On va faire un point à présent avec notre envoyé spécial sur place, Nadège Abderrazak. Est-ce que les tensions retombent quelque peu à l'heure où je vous parle?
La situation, elle est tendue, Magali. Je ne sais pas si vous le voyez sur ces images de Sébastien Ducourt, je le disais tout à l'heure, on a plusieurs départs de feu. Il nous reste 10 minutes, c'est ça ? Dans ce tout petit périmètre ici dans Barcelone, avec des manifestants qui continuent de jeter des projectiles à destination des forces de l'ordre et des forces de l'ordre qui sortent de leurs camions. Vous allez voir sur ces images de Sébastien Ducourt qui s'apprête à charger individuellement maintenant les manifestants, puisqu'ils sont beaucoup moins nombreux, ces manifestants. Tout à l'heure, des forces de l'ordre qui tirent aux lanceurs de balles de défense et qui sont en train de vérifier les poubelles, savoir qui sont en train de retirer ces barricades, donc qui sont en train de débarrasser ces routes pour laisser passer ces véhicules de police, qui ont l'habitude ici, en tout cas à Barcelone, de foncer sur les manifestants, les obligeant à se disperser avec des forces de l'ordre qui sont en train de tirer aux lanceurs de balles de défense et qui sont prêts maintenant à charger individuellement, à interpeller les manifestants, alors que cette place ici où on se trouve, évidemment, vous en doutez, elle est vide de manifestants, des manifestants qui ont pris la suite. Cette 5e nuit de violence, elle s'annonce très longue et mouvementée. Il est 23h quasiment, mais elle est loin d'être finie cette journée. Vous voyez, regardez, des forces de l'ordre qui tirent comme ça, des tirs lointains à destination des forces des manifestants qui sont allés se réfugier derrière des voitures, derrière des arbres. Donc voilà, situation extrêmement tendue, des forces de l'ordre qui se montrent ce soir qui montrent une réponse très sévère, une réponse qui n'a rien à voir au cours des nuits précédentes, où ils avaient laissé les manifestants casser pendant plusieurs heures sans intervenir ici à Barcelone. Merci beaucoup Nadège. On revient avec vous, Monsieur Dorado, justement sur. On le voit sur ces images, la police qui n'a pas finalement la même tactique que la police française justement dans la contenance de ces émeutiers. Il n'y a pas de phénomène de nasse. Effectivement, il y a un premier cercle qui est hermétique pour éviter que les manifestants puissent arriver sur les institutions, les immeubles publics. Mais après, il n'y a pas le phénomène des nasses, justement, parce qu'il faut laisser une porte de sortie aux manifestants. C'est pour ça que vous voyez des charges de police, des manifestants qui partent et qui reviennent. Donc petit à petit, effectivement, les manifestants commencent effectivement à partir et ne reviennent plus. Donc c'est une façon d'éviter encore une fois la confrontation, parce qu'aujourd'hui c'est surtout ça qui prime, évitons la confrontation, parce qu'effectivement il faut trouver une solution, même si parfois c'est très compliqué, d'autant plus quand vous avez des responsables politiques qui vous disent que ce qu'on voit c'est en fin de compte anecdotique. Merci beaucoup Juan José Dorado d'avoir répondu à nos questions tout au long de cette soirée.